En réalité, c'est militaire qui a vécu tous les événements qui ont marqué l'histoire du Tchad. C'est un 18 juin 1952 à Berdoba, dans le sud-est de la ville de Fada, qu'il est né et entama sa scolarité. L'homme a ensuite poursuivi ses études dans d'autres villes du pays. Après l'obtention de son bac scientifique, Idriss Déby Itno, qui n'a pas assez joui de la jeunesse, a décidé de consacrer sa vie pour la cause de l'unité de son pays, déchiré par les seigneurs de guerre, d'une part, et occupé militairement par la Libye du défunt guide libyen, d'autre part. Une situation qui a poussé le jeune bachelier du lycée Jacques Modéra de Bangor à opter pour le métier des armes, sans imaginer un jour qu'il allait devenir président de la République. Idriss Déby Itno entra à l'école des officiers de Djamena et sort avec les grades de lieutenant. Très brillant selon ses frères d'armes de l'école des officiers de Djamena, le jeune lieutenant s'envola pour la France afin de parfaire sa carrière militaire, d'où il sorta en 1979 avec une licence de pilote professionnel. Le 12 février 1979 éclata en Djamena une guerre civile. Le pays est divisé par plusieurs tendances militaires, lesquelles cherchaient à conquérir le pouvoir. C'est ainsi que le jeune officier a choisi parmi les 11 tendances, seules des forces armées du Nord pour faire face à l'occupation libyenne. La vingtaine révolue, le jeune soldat Idriss Déby Itno fut nommé commandant des opérations en Djamena. La mission qui lui a été confiée est de déloger de la capitale les forces du Gout mieux équipées, puisque appuyées par les forces aériennes et terrestres libyennes. Dépassé par la puissance de feu des forces du Gout et son allié la Libye, le commandant des opérations Idriss Déby Itno a ordonné à ses éléments de se retirer de la capitale pour mieux préparer l'assaut. Pour le commandant des opérations des FAN, Idriss Déby Itno, la perte de Djamena n'est pas la fin des objectifs fixés, car ils ont perdu la bataille et non la guerre. C'est un repli tactique dans le jargon militaire. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais 92 de nos soldats, sous-officiers et officiers. Je suis venu m'incliner devant leur mémoire ici. Cette action de Boko Haram, et je dirais que c'est pour la première fois. J'ai assisté à beaucoup des opérations, j'ai mené beaucoup des opérations, mais en un seul coup, perdre autant d'hommes dans l'histoire, c'est pour la première fois. Et je suis pour ça écœuré. Fidèle au serment fait à la nation et au peuple tchadien, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Mes chers compatriotes, le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État tient à affirmer sa disponibilité et son engagement à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Les forces armées et de sécurité du Mali ont toujours été soucieuses de la bonne exécution de leurs tâches régaliennes. La résurgence du conflit au nord de notre pays a suscité beaucoup d'interrogations quant à la capacité de l'armée malienne à faire face à sa mission. Où se trouve le président Morotoumane Touré? Pour l'instant, je ne vous dirai pas. Il va bien quand même? Il va très bien. Il est en sécurité. Il est en sécurité. Alors, quel sort lui réservez-vous? Nous, je vous l'ai dit depuis hier, notre objectif n'est pas de nuire à l'intégrité physique d'aucun que ce soit. Je vous assure
on ne touchera l'intégrité physique d'aucun. Mais je vous assure déjà, tant que je resterai à la tête de ce mouvement, tant que je me ferai joindre par la société civile pour faire un avenir de ce pays, ils passeront quand même devant une juridiction compétente au vu et au su de tout le peuple malien. Je profite de cette antenne pour demander au peuple malien, pour demander à nos frères et sœurs qui sortent, commettent des actes de vandalisme, commettent des casses, de cesser immédiatement. Sans quoi nous allons mettre tous les moyens en œuvre pour mettre fin à ces exactions. À cause de ça, j'ai dit que c'est le coup d'État le plus stupide. Est-ce que tu vois? Voilà, c'est le coup d'État le plus stupide. Et donc, bon, il y a maintenant un coup d'État pour aller libérer la sang. Bon, ça me fait dire que le Mali, c'est le pays de toutes les possibilités. Le Mali connaît. Ko bébé Malala. Ko bébé Malala. Oui. C'est ce que Jamana tient. Et puis là, il y a Malala. Amadou Sanogo et ses co-accusés étaient jugés pour l'enlèvement et l'assassinat de 21 bérets rouges. Cette unité d'élite restait fidèle au président Touré après le coup d'État de 2012. Le Mali est plongé depuis 2012 dans une crise sans fin. La faute à un homme, le capitaine Amadou Eya Sanogo, qui, à la suite d'un coup d'État stupide, a précipité le pays dans l'abîme. Le 22 mars 2012, un groupe de militaires avec à leur tête le capitaine Amadou Eya Sanogo fait irruption sur la scène politique en mettant brutalement fin au régime du très regretté Amadou Toumani Touré dictateur qui était à 40 jours de la fin de son mandat. Pour justifier son forfait, NDLR, le coup d'État est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Selon la Constitution 1992, le capitaine devenu général, pour des raisons que les Maliens ignorent toujours, reprochait aux soldats de la démocratie son incapacité à gérer la crise au nord du pays envahi par des combattants venus de Libye. Friand des médias, il a à chacune de ses sorties médiatiques fustigé le régime du général Amadou Toumani Touré pour sa corruption et son incompétence à lutter contre le chômage des jeunes. La junte de l'époque dit être intervenue pour sauver le pays. Ce discours bien huilé a appâté une partie de la population qui l'a suivi dans son aventure plus que désastreuse pour le Mali. Résultat, 9 ans après, le Mali n'a pas connu la stabilité tant prônée par l'apôtre de la restauration de l'État. Puis, la situation s'est dégradée et le pays est devenu la risée du monde. D'une crise sécuritaire limitée à la région de Kidal, l'insécurité s'est étendue progressivement à l'ensemble du pays, la corruption a pris des proportions inquiétantes, des milliers d'enfants sont privés d'école du fait de l'insécurité, les investisseurs ont quitté le pays, l'État malien s'affaiblit de jour en jour et l'instabilité s'est installée le pays. Conséquence, le pays a dit adieu à tout développement et a perdu ses acquis engrangés de plus de 20 ans. En somme, un énorme gâchis dont le pays pouvait se passer. Aujourd'hui, des Maliens regrettent l'intervention d'Amadou Eya Sanogo et les siens. Ils estiment avec le recul que le coup d'État de 2012 n'aurait jamais dû arriver. Beaucoup parlent même de manipulation et de trahison. En vérité, le Mali n'allait jamais connaître la situation peu enviable dans laquelle il se retrouve, n'eût été le coup d'État stupide orchestré par Amadou Eya Sanogo et les siens. Car, faut-il rappeler, il n'était ni intelligent ni utile de faire un putsch à un chef d'État qui n'était qu'à 40 jours de la fin de son mandat. Ce qu'il fallait à l'époque, c'était d'aider le président Touré à faire face à la crise du Nord et non d'intervenir sur la scène politique. Les raisons invoquées à l'époque n'étaient que du faux fuyant et du superfétatoire.
Car tous les pays du monde sont confrontés ou ont été confrontés à une crise, mais l'on n'a pas vu des militaires intervenir dans l'arène politique. On peut citer le cas du Sénégal où depuis 1980 sévit une crise sécuritaire dans la région casamançaise. En définitive, le coup d'État n'aura pas servi le peuple malien qui continue à broyer du noir. Le putsch a tout simplement permis à Amadou Yaya Sanogo et compagnie d'avoir de la notoriété et de la mobilité sociale. Pendant ce temps, l'avenir s'assombrit chaque jour davantage pour l'immense majorité de la population. Amadou Sanogo et ses co-accusés étaient jugés pour l'enlèvement et l'assassinat de 21 bérets rouges. Cette unité d'élite restait fidèle au président Touré après le coup d'État de 2012.